France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Sofiane Nakdari et Nasser Lajili qui sont avec nous jusque 18h. Bienvenue à vous. Avec cette question du jour, alors certes un peu compliqué parce qu'il faut s'intéresser quand même à Thierry Solère. Thierry Solère, c'est cet ex-constructif, ex-membre des LR, les Républicains. Aujourd'hui, fraîchement député La République En Marche. Et il a été interrogé évidemment sur son parti, un parti qu'il ne reconnaît plus selon lui, donc d'où la question aujourd'hui, les LR existent-ils toujours finalement? Eh bien la question vous est posée sur Twitter et sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le LGF officiel. Et alors c'est assez surprenant parce que sur Twitter vous êtes 56% à penser que oui, les LR n'existe plus, et sur Facebook 54%. Donc vous voyez, c'est un peu des résultats similaires aujourd'hui. Tiens, Thierry Solère, Sofiane, eh bien les LR n'existent plus. Les LR, est-ce que ça fait comme le Parti socialiste en voie de disparition? Idéologique peut-être, mais il existe toujours, mais pour le moment ils ne savent pas est-ce qu'ils se droitisent, est-ce qu'ils vont vers l'union entre le centre. On aura une petite idée dimanche peut-être, hein. Avec Wauquiez, mais je pense qu'il y a aucun doute que c'est Wauquiez, c'est la ligne droite de très droite, ouais. Voilà, très droite, extrême droite. Voilà, mais voilà, avec un couvrage un peu républicain comme ils veulent toujours le dire, mais voilà, mais il a une vision complètement différente et c'est à l'image de tous les partis politiques français aujourd'hui, que ce soit le Parti socialiste, voilà, il s'accommode avec ce qui est proposé aujourd'hui. Maintenant, les LR, moi je pense que Wauquiez va essayer de la droitiser, on va voir beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui vont sortir, qui vont pas plus se reconnaître sur ce nouveau parti et va aller vers ce qui va faire l'affaire en vérité de Macron. Nasser, le LR existe toujours ou... Ouais, moi il existe que sur des mots. Voilà, mais sur les faits, sur les valeurs, sur tout ce qui ont pu défendre pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà, on commence à voir que les Républicains commencent à se droitiser, mais dans l'extrême. Depuis Sarkozy, oui. Depuis Sarkozy, et tout a basculé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en chute libre. Ouais. Macron a-t-il réussi à casser tous les partis historiques finalement? Il a fait un carton quand même. Ouais. Moi, il a profité même en même temps. Pour lui même, ça marche pas trop. Hein. En Marche, à ma connaissance, il a été déserté par beaucoup de sympathisants. Et maintenant, la classe politique, elle est complètement déboussolée. On voit que c'est un nouvel ère qui se présente et tout parti politique essaye de s'accommoder avec ce qu'il y a comme objectif pour l'avenir proche. Moi, c'est pas exclusivement que pour les Républicains, c'est les socialistes, également les Insoumis à une division telle à l'intérieur de ce parti qu'on voit avec Obono ou bien Lapierre. Mais moi je pense que la question de savoir si En Marche a tout raflé, je pense qu'il est un peu trop tôt de savoir. Ça fait 7 mois qu'il est au pouvoir maintenant Macron, on verra ce qu'il va mener, on fera le bilan peut-être dans un an ou peut-être même avant. Après, pour l'instant il fait ce qu'il dit. Hein. Il fait ce qu'il dit, mais voilà. Bon après, je pense que les Français n'ont pas encore réalisé ce qu'ils préparent surtout. Donc, voilà, il faut s'attendre à avoir des gens dans la rue ces prochains mois. Ouais, vous y croyez vraiment? Moi j'y crois, même si ça va être compliqué de sensibiliser les gens, mais faut toujours y croire. Bon, alors vous continuez évidemment de répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. On va partir maintenant tout de suite au Yémen puisque on est au lendemain de la mort donc de l'ancien président Saleh tué par ses anciens alliés Houthis. Son fils appelle aujourd'hui les Yéménites à venger leur père. Sofiane, les images sont ressemblent étrangement à la mort de Kadhafi, non? Oui, tout d'abord, moi je condamne cet acte. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'il soit capturé, qu'il soit traduit devant une justice. Ces images sont atroces, au même titre que celle de Kadhafi, au même titre que celle de Saddam. Qu'on soit pour ou contre ces hommes-là, mais cette fin, moi j'aurais pas voulu qu'elle soit diffusée. Mais les Houthis, je pense qu'ils étaient obligés de montrer ces vidéos parce qu'il y avait beaucoup de contradictions au départ. Ils ont annoncé la mort depuis 3 heures avant. Et les gens disaient que c'était pas vrai, mais voilà. Maintenant, on est dans une société de consommateurs qui aiment bien voir les images, qui aiment bien vérifier. Et moi, cette image m'a choqué, mais au niveau politique, on pourra en parler après. Pour Ali Abdullah Saleh, ça fait 3 jours, il avait retourné sa veste une énième fois. Le week-end dernier? Le week-end dernier, il avait fait une déclaration contre les Houthis, une alliance avec les Saoudiens et les Émiratis, afin d'en finir avec les Houthis dans la ville de Sanaa.
Et l'accord qui a été signé entre les Houthis et toutes les tribus de la région, c'était à partir du moment où quelqu'un trahit cette alliance et se retournera vers les Saoudiens, il faudra les exécuter. Nasser, sur le Yémen, et finalement, on n'en parle quasiment pas, le Yémen d'abord. Voilà, moi, je vous avoue que sur la question du Yémen, je me suis pas intéressé d'ailleurs, mais voilà, après c'est effectivement, compliqué, c'est compliqué. La crise du Golfe aujourd'hui, on le voit, hein, on voit ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï et tout ce qui suit. Voilà, aujourd'hui, on sait plus ce qui se passe réellement. On est dans une crise. Ouais, j'essaierai de synthétiser, mais qui nous dépasse, surtout. J'essaierai de synthétiser parce qu'il faut revenir en 2011 avec l'arrivée, la révolution qui a touché le Yémen au même titre comme la Tunisie, l'Égypte, etc. Les Saoudiens, ils avaient comme allié principal Ali Abdullah Saleh. Je l'ai rappelé la semaine dernière. C'est un homme qui avait signé un pacte avec les Saoudiens de ne plus exploiter le pétrole yéménite. Il faut savoir que le Yémen vit au-dessus d'une mer de pétrole. Ouais. C'est 4 fois la réserve saoudienne, le Yémen. Et du coup, en 2011, avec la révolte, il y avait le Qatar qui était à la baguette à l'époque. Et ils avaient trouvé un accord avec les Saoudiens de lâcher Ali Abdullah Saleh et de mettre les frères musulmans de Hizb al-Islah à la tête du pouvoir, avec El Hadi comme homme saoudien qui remplacerait Ali Abdullah Saleh. Et du coup, Ali Abdullah Saleh, il a eu du mal à accepter cet accord Khaliji, c'est-à-dire des pays du Golfe, d'en finir avec le problème yéménite, et même ils ont été obligés de bombarder son palais. Il a été blessé, il a été brûlé en 3e degré à l'époque. Et du coup, Ali Abdullah Saleh, il a été trahi, pour lui, il a été trahi politiquement par les Saoudiens. Ouais. Alors, du coup, lorsqu'il y a eu le conflit depuis l'arrivée de Mohammed Ben Salman en 2015, il a déclaré la guerre au Yémen. Les Houthis, ils se sont trouvés comme alliés à Ali Abdullah Saleh de circonstances. Il faut savoir que Ali Abdullah Saleh a mené 7 guerres contre les Houthis. C'est l'un des hommes qui a tué le père de Abdelmalek al-Houthi, le guide aujourd'hui, c'est-à-dire le patron des Houthites. Abdelmalek, c'est Abdullah Saleh qui a tué son père. Pour dire que cette alliance, toute spécialiste de la région savait qu'elle y arriverait un moment où elle allait être rompue, d'un côté ou d'un autre. C'est chaque côté avait besoin de l'autre. Les Houthis avaient besoin d'Ali Abdullah Saleh pour qu'il présente le conflit non pas comme religieux, non pas confessionnel. C'est un sunnite, eux c'est des chiites, de zaïdites, mais de la branche chiite, pour dire que c'est un problème politique. Et Ali Abdullah Saleh devait s'appuyer sur les Houthis pour revenir sur la scène politique au Yémen, afin d'être le prochain président ou de mettre à sa place son fils Ahmed, qui devait le succéder avec ce nouveau accord qui a été trouvé. Bref, pour revenir que ces 6 derniers mois, Ali Abdullah Saleh s'est rapproché plus des Émiratis afin de le remettre sur la scène politique, mais pour condition de reprendre la ville de Sanaa qui est entre les mains des Houthites. Et les Houthites, quand ils ont su, ils suivaient ça de près, et depuis 3 jours, lorsqu'il a fait une déclaration au son parti avec une allocution visuelle, ils l'ont exécuté, et beaucoup de membres de ses conseillers, il a été vraiment épuré au niveau de ses conseillers ces derniers temps. Beaucoup se sont tranchés vers El Hadi, d'autres qui se sont tranchés avec les Houthis. Bref, il a gouverné le Yémen 33 ans. Il faut le savoir que c'est un homme qui était très impliqué au niveau du Yémen, des services secrets surtout, et de l'armée yéménite. Aujourd'hui, c'est un suicide politique qu'il l'assume et qu'il a malheureusement payé cher pour lui. Oui, payé cher. Et juste pour dire que le Yémen rentre dans cette guerre par procuration que mènent l'Arabie Saoudite et l'Iran. Effectivement. Et justement, puisqu'on parle de l'Iran, il y a une déclaration du président iranien Hassan Rouhani que je vous propose d'écouter. Le Yémen aussi sera libéré de ses agresseurs et le peuple dévoué et résistant du Yémen fera regretter leurs actions aux agresseurs. Les agresseurs, évidemment, pour lui, c'est l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ceux qui bombardent aujourd'hui le Yémen. Voilà. Qu'on soit pour ou contre les Houthis c'est des Yémenites et ils veulent dans leur projet de lever ces sanctions saoudiennes et de cet impérialisme des pays du Golfe sur le Yémen, surtout que le Yémen ne fait même pas partie du Conseil des pays du Golfe, ne fait même pas, alors que c'est la population la plus peuplée de la région, parce que 25 ou 28 millions d'habitants, et c'est un pays qui est très pauvre, il n'arrête pas de subir les guerres. Et peut-être il paye le Yémen sa position géostratégique d'une importance capitale. Elle est à détroit de Bab el-Mandeb,
à 15 kilomètres de la côte africaine de Djibouti, peut-être le Yémen, et en plus des richesses que j'ai pu expliquer auparavant. Alors des informations circulent concernant aussi le sort de son fils, visiblement, Sofiane? Oui, maintenant il y a une agence iranienne qui vient de déclarer, mais il faut attendre pour que ça se confirme. Mais je pense que il aura presque le même sort parce que il fait partie de ce deal qui a été signé avec les Émiratis. On va voir peut-être dans les 10-15 prochains jours une escalade d'une grande ampleur, mais qui va se finir de s'atténuer parce que les Houthis aujourd'hui ils ont une alliance avec les tribus. Les tribus aujourd'hui sont anti-saoudiennes après 3 ans de bombardement sanglants qu'on a vu, les problèmes de famine, de choléra. Mais je vais essayer d'expliquer après dans un contexte plutôt régional afin de comprendre ce qui se passe au Yémen. Depuis la visite de Trump en Arabie Saoudite, on a vu 4 points s'enflammer dans la région. On a vu le Qatar, le bras de fer, avec un échec de l'Arabie Saoudite dans cette guerre politique pour le moment contre le Qatar. On a vu le Kurdistan irakien avec Masoud al-Barazani avec son projet d'indépendance. On a eu un référendum, mais qui n'a pas eu de suite. Le seul pays qui avait soutenu ça, c'était Israël et l'Arabie Saoudite. Et quand Masoud al-Barazani a perdu la ville de Kirkouk avec l'armée irakienne, avec le soutien iranien, il a démissionné, c'est-à-dire il n'a pas voulu le suicide physique, il avait eu suicide politique, il a failli à sa mission en vérité. Et on a vu après un troisième endroit, c'est le Liban, avec l'affaire Hariri, où l'Arabie Saoudite avait comme mission d'embraser cette région. Et aujourd'hui, le 4e échec, c'est celui d'Ali Abdullah Saleh, où il voulait à tout prix l'Arabie Saoudite pour gagner cette guerre. Elle devait absolument couper cette alliance entre les Houthis et le camp de Ali Abdullah Saleh. Et chose qui a échoué encore une fois. Alors un petit tour par le Koweït, puisque vous savez qu'aujourd'hui le face-à-face attendu entre l'Arabie Saoudite justement et le Qatar à l'occasion du sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe, première réunion depuis donc la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est ses alliés. Il y a 6 mois d'ailleurs, jour pour jour. Qu'est-ce qu'il faut en attendre C'est un échec déjà au départ. C'est un échec parce qu'on a vu l'absence de Mohammed Ben Salman, l'absence de Mohammed Ben Zayed. Les deux pays ont été représentés, un par son ministre des Affaires étrangères et l'autre par un second émir de Dubaï. Et on a vu la présence du prince du Qatar, prince Tamim. On voit maintenant, entre parenthèses, que le Sheikh al-Sabah, qui est l'émir du Koweït, qui essaie à tout prix d'essayer d'arranger, mais on voit qu'il y a un divorce tel entre ces pétromonarchies. Par exemple, aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé en dehors du Conseil des pays du Golfe, c'est une chose unique entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, un accord économico-militaire qui est en dehors du Conseil des pays du Golfe, qui est chose unique. Très bien. Alors, une petite information en bref quand même importante avant de parler de Donald Trump avec Nasser Lajili et Sofiane Lakdari. Explosion ce matin d'une bombe dans un bus en Syrie, dans la ville de Homs, dans un quartier où les Alaouites, la communauté de Bachar al-Assad, sont majoritaires. Au moins 8 morts selon le premier bilan que nous... Plus de 6 femmes. Pour 6 femmes, ouais. Voilà. Alors... Donald Trump reporte de quelques jours donc sa décision sur Jérusalem, mais les pays musulmans maintiennent la pression pour éviter donc le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Discours virulent ce matin du président turc Erdogan, menace de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Jérusalem, dit-il, c'est une ligne rouge pour les musulmans. Et la Ligue arabe de son côté évoque une décision dangereuse qui pourrait enflammer donc la région. Nasser, est-ce qu'on n'est peut-être pas là au bord d'une 3e intifada? Je pense que si on continue comme ça, je pense qu'il va y avoir une 3e intifada. Déjà que la situation n'était pas forcément facile, on constate qu'aujourd'hui ça va que se dégrader. Je pense qu'on a face à nous un homme politique qui est inconscient des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Les Palestiniens, ce qu'il faut pas oublier, il faut peut-être le rappeler, mais Jérusalem est une ville occupée. La Palestine est occupée aujourd'hui, et ça il faut le rappeler à ces personnes-là. Trump, il est impossible de le contrôler. C'est une personne qui ne connaît, qui fait même pas attention à ce qu'il fait. Là, franchement, moi, je crains le pire. Il risquerait d'y avoir, je pense, un conflit et un incident diplomatique. Ça, je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Et il risquerait peut-être aussi d'avoir une 3e intifada. Est-ce que tu partages les inquiétudes de Nasser, Sofiane?
Oui, tout à fait. Mais pour le moment, juste cette déclaration, il n'est pas seul. Hein. Donald Trump, c'est pas le premier président à vouloir mettre comme capitale, délocaliser premièrement son ambassade vers Jérusalem et dire que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. C'est pas le premier. Ouais. Y compris avant lui. Ce sera peut-être le premier à le faire, peut-être. Mais oui, je pense que voilà. Mais en même temps, il essaye d'appliquer aussi ce qu'il a promis pendant ses élections. Trump l'avait dit pendant sa campagne électorale. Lui, on sait maintenant. Il allait reconnaître. On le sait aujourd'hui qu'il y a ce conflit palestinien devait finir par une grande tracte. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont en train de concocter avec les Israéliens et les Saoudiens un grand accord de paix. Il faut savoir que le New York Times cette semaine avait fait une déclaration d'une rencontre qui a eu quelques mois au mois d'octobre entre Mohammed Ben Salman et Mahmoud Abbas, disant une proposition qu'a fait Mohammed Ben Salman que même un autre président américain ne l'a jamais fait, c'est-à-dire de reconnaître Abu Dis, qui est une ville à l'est de Jérusalem, comme capitale de l'État palestinien. Ouais. Et en même temps, on a vu ces derniers temps la position égyptienne qui a tout fait pour réconcilier les Palestiniens, et la condition, ils n'ont pas parlé des armes du Hamas, chose que Israël n'a pas appréciée. Et on a des déclarations de Recep Tayyip Erdogan hier, où il disait que les 300 terroristes qui étaient parmi les terroristes qui étaient dans la ville de Raqqa, ils ont été transférés dans le Sinaï égyptien afin de donner un grand bâton à l'Égypte et de sanctionner l'Égypte de cette position. Ouais. On voit bien que il y a des choses qui se passent et nul n'est à l'abri aujourd'hui, mais avec l'échec saoudien d'embraser cette région, c'est parce que cet accord devait venir dans un contexte d'embrasement et de conflit interne au niveau du monde arabe où personne ne devait revoir la cause palestinienne. Mais avec l'échec, que soit dans le Kurdistan irakien, dans le camp yéménite ou dans le camp du Liban, l'Arabie Saoudite a échoué dans sa mission de faire un embrasement régional. Est-ce que Donald Trump, avec cette position aujourd'hui, devrait déclarer Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Je ne le pense pas, et je pense qu'ils vont aller ils vont dire que on va reporter cela. Mais c'est-à-dire toujours, chaque président, il dit pour ne pas annuler, reporter, chose qui se passe depuis George Bush père jusqu'à Clinton. Pour toi, il va pas le faire. Ah non, pas du tout. Non. Impossible. Le contexte actuel, il devait faire cette déclaration avec un contexte d'embrasement. Oui, il le retardera aussi. Il va pas être. C'est impossible. Même au camp israélien aujourd'hui, ils disent que c'est impossible. On est en train de mettre de l'huile sur le feu. Mais moi, si vous voulez ma position, moi je souhaiterais qu'il le fasse pour qu'il y ait une union encore plus forte, qu'il y ait une dislocation complètement de l'autorité palestinienne, de mettre fin aux accords de Oslo de 91 qui nous ont menés dans cette situation. Il faut qu'on ait un ennemi face à nous clair. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait pour finir avec la cause palestinienne, mais qu'on ne le déclare pas. Et voilà. La situation est plus compliquée que ça. Moi, quand on voit aujourd'hui qu'en Palestine, il n'y a pas eu d'élection depuis, ça fait. Là, Mahmoud Abbas est président de la Palestine. Illégitime. Oui, voilà. Et je pense que cette situation aussi nous amène, à ce problème-là. Aujourd'hui, on a des Palestiniens qui n'ont jamais été consultés ces dernières années par la volonté de l'Europe, des Américains, d'Israël, et tout le monde. Parlant de l'Europe, selon un journal américain, c'est Emmanuel Macron, qui a appelé Donald Trump parler des inquiétudes européennes vis-à-vis de cette décision. Il a pris son téléphone hier soir, effectivement. Il a appelé, il a montré comme quoi que l'Europe était très inquiète. Mais pour les Palestiniens, quand on voit toutes les pressions qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent du Qatar, qui viennent de l'Iran, à travers le Hamas ou le djihad islamique, à travers l'Union européenne, Israël, les Palestiniens sont victimes malheureusement d'un conflit qui est régional et qui est délaissé par la population arabe. Moi, j'ai pas vu des millions de musulmans ou d'arabes dans les rues pour soutenir les Palestiniens avec cette déclaration. Voilà, et on a tous une part de responsabilité. Tout à fait. On les appelle aussi au 01 40 33 9000 de nos auditeurs. Le docteur qui nous appelle de la Syrie a certainement son avis à donner concernant docteur Trump. Bonjour d'abord bonjour. À vous et à monsieur Sofiane et à monsieur Nasser. Voilà. J'ai entendu Sofiane, c'est pour cela que j'interviens. Voilà. Alors, docteur. On vous écoute, docteur, allez-y. Voilà, donc sur le Yémen, je vais être en résumé. Donc, j'ai rien à compléter à toi. Je me permets de te tutoyer, Sofiane, mon collègue là. Donc, ça fait longtemps, on n'a pas discuté ensemble. Au fait, c'est pas que je t'interpelle, c'est-à-dire
Au Yémen, bon, t'as bien dit, c'est le pays le plus peuplé et c'est la plus stratégique, c'est la Syrie du Golfe, en quelque sorte. C'est-à-dire le sud, Aden, pour les francophones. C'était les derniers qui ont pris leur indépendance de Grande-Bretagne, rappelle-toi. Oui. Et là, il y a eu les marxistes-léninistes, c'est les copains à toi, là, à Abou Midian, à tous ces gens-là. C'est le Yémen du Sud. Ouais. Et le Nord était toujours la RIAC. C'est des réactionnaires. Il y avait des rois jusqu'à que Nasser les a chassés en 61 sans les tuer. 35 000 morts côté égyptien. 35 000. Voilà. Et là, si tu veux, il y a les Houthis en question, le Houthi ou Shia, ou on s'en fout des religions, ou je sais pas comment tu dis. Non, il faut dire juste, docteur, que Ali Abdullah Saleh était yazidi. Et voilà, j'arrive. Et ils étaient aidés par l'Arabie Saoudite. Là, comme le Shah d'Iran il n'était pas sunnite, à ma connaissance, à l'époque. Et donc, si tu veux, leur ennemi était Nasser, qui a perdu beaucoup. Et c'était le Moyen-Âge quand il est arrivé, Gamal Abdel Nasser, dans les années 60. Bon, bref, on va se résumer. Mais là, ils ont réuni tout ça. Et comme tu l'as dit, ça y est, tu m'as tout expliqué. Donc, c'était Ali Abdullah Saleh, c'est un grand réactionnaire. Et là, ils ont étouffé les Suds. D'ailleurs, actuellement, l'Imarat al-Muttahida et toute la clique sont en train de les casser. Les gens du Sud. Bon, maintenant, en bref, là, et comment veux-tu actuellement, c'est la réaction arabe. Donc, après, en un mot, parce qu'on la voit en Syrie, cette réaction, que ce soit à l'intérieur du parti basque, et juste à propos des Kurdes, malheureusement, le temps nous sert tous les deux. Oui. Les Kurdes, ils payent parce qu'ils ont trahi les Kurdes de l'Irak, et actuellement en Syrie, il va y avoir une guerre civile entre les marxistes-léninistes et entre les réactionnaires qui suivent les États-Unis. C'est-à-dire les Kurdes. Je vous ai dit, monsieur Christophe, il y a quelque temps, Masoud el-Barazani était le fils de Mustafa el-Barazani. Il a été aidé par l'Union soviétique contre le Half Baghdad, le truc atlantique, là, le pacte atlantique. Vous voyez, donc, ce que je veux vous dire. Donc, merci, actuellement, docteur. Personne ne les soutient. Et revenons vite vers le Liban, la Syrie et tout ça. Actuellement, ils veulent donner une couleur confessionnelle. La Palestine, malheureusement, les Arabes, là, actuellement, ils n'ont aucun poids, Soufia. Aucun point, 0 point depuis 1948, c'est des cycles qui recommencent. C'est pas la guerre de 1948, à l'époque, était menée par la Jordanie avec le chef d'état-major, était le beau-frère du roi Hussein. C'est un Britannique. La Syrie qui était juste à peine indépendante de la France. Le Liban, tu sais mieux que moi, la force de l'armée libanaise et l'armée égyptienne du roi Farouk. C'est tout. Les pays arabes du Golfe n'ont jamais placé un sou ou n'ont jamais fait. Donc actuellement, les Palestiniens, il faut qu'ils s'arrangent d'une manière autrement. Merci docteur. Désolé, on peut pas poursuivre parce qu'on a la pub évidemment. On continue d'en reparler bien entendu dans un instant. On va parler des Chibani avec notre ami Nasser Lajili dans son avis tranché, premier avis tranché. On va voir comment ça va se passer. C'est le baptême pour toi Nasser. Et puis je salue notre ami Yasser Louati qui est venu nous rendre une petite visite. Notre ami Yasser Louati à qui on va dire bonjour dans un instant, juste après la pub. Et on se rendra en Algérie puisque Emmanuel Macron part demain en Algérie pour on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux de cette visite. Et de l'Algérie, il s'envolera directement au Qatar jeudi. LGF, le grand forum en ce mardi après-midi, et que du beau monde en plateau aujourd'hui. Sofiane Nakhdari, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, et il est là aujourd'hui avec Nasser Lajili. Et puis, par surprise, petite visite de notre ami Yasser Louati. Comment ça va Yasser ? Écoute, très bien Christophe, preuve que le grand forum c'est une grande famille, c'est qu'on débarque quand on veut et on fait ce qu'on veut ici. C'est ça qui est bien. Voilà. Quand on est en famille, on fait ce qu'on veut. Exactement. Comment ça va Yasser ? Écoute, très bien et toi ? Eh ben oui, ça va très très bien. On parlait
On parlait il y a quelques instants de Donald Trump. Tout le monde attend cette fameuse déclaration. Est-ce qu'il va le faire ou pas le faire? Alors, les avis sont partagés en plateau. Tu vas peut-être un petit peu recadrer les choses, nous donner ton avis sur le fait que Donald Trump devrait annoncer et reconnaître le déménagement d'abord de l'ambassade américaine à Jérusalem et annoncer donc Israël comme capitale indivisible. Jérusalem comme capitale d'Israël. T'y penses, tu crois, Yasser, ou pas? J'ai regardé les informations avant de sortir de chez moi et j'ai appelé et apparemment aux États-Unis c'est encore les gens sont c'est pas si sûr que ça. Donc il y a même Kouchner, son gendre là, Jared Kushner, qui a dit que non, qui a tempéré les déclarations des uns et des autres en disant que c'était pas encore sûr. En fait, il soufflait le chaud et le froid. Mais en tout cas pour les activistes sur place aux États-Unis, ceux qui s'opposent à l'expansion israélienne, pour eux ça démontre bien qu'il y a pas eu de processus de paix. C'est que et la crainte c'est que les États-Unis commencent et qu'ils soient suivis par les pays de l'Union européenne. On n'est pas à une surprise près quand même avec Donald Trump. On sait qu'il est assez imprévisible. Il peut le faire et dans ce cas-là, ça mettrait la région à feu. Pour le coup, déjà qu'elle est déjà bien. On ne sait pas, puisque les Saoudiens veulent déjà enterrer la question palestinienne. Il y a le New York Times, comme je disais à Christophe, le New York Times vient de sortir un article où lors d'une rencontre au mois d'octobre entre Mahmoud Abbas et Mohammed Ben Salman, où il disait que la ville de Abu Dis, qui est à l'est de Jérusalem, devait être reconnue comme la prochaine capitale de l'État palestinien. Ouais, sauf, et ça démontrait. Et lui donnait 2 mois pour y répondre. Voilà, c'est pour les Saoudiens sont dans la même lignée aujourd'hui que les Américains et les Israéliens. Enfin, les Saoudiens, c'est plutôt MBS, le maître à bord qui donne là pour l'instant. Mais on sait très bien que les dissidences commencent déjà à s'ébruiter au sein de son premier cercle, parce que la brutalité avec laquelle il est en train de mener ses soi-disant réformes contre la corruption, quand on sait que son père lui-même apparaît dans les Panama Papers. Ce qui est sûr, c'est que les Saoudiens, eux, ils sont alignés sur cette question-là. Il faut enterrer la question palestinienne le plus rapidement possible, officialiser les relations, etc. Voilà. Maintenant, il y avait un autre émissaire israélien à l'ONU qui lui voulait aller encore plus vite et révéler, je crois, une liste de 12 pays arabes et musulmans qui travaillent déjà avec Israël, mais le backlash, c'est que ces pays-là justement ne se sentent pas prêts pour le reconnaître devant leur population. Tout à fait. Et même quelle autorité palestinienne va accepter cet accord ou cette. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'autorité palestinienne. Mais pour le moment, ce qui reste de l'autorité palestinienne en vérité, c'est-à-dire faire arrêter le processus d'Oslo de 91 qui a déjà la coopération sécuritaire, officialisé que ça a été une arnaque qui a duré 20-25 ans et que personne n'a le courage aujourd'hui de la rompre. Il y a le courage de ceux qui disent faut enterrer la question palestinienne, mais maintenant est-ce que ceux du côté palestinien reconnaître que ce processus de paix a été une supercherie là, un petit mot sur le Yémen, Yasser. Je sais que Muslim Post a sorti un gros dossier d'ailleurs sur le Yémen, la mort d'Abdel de Saleh hier. Spectaculaire. D'ailleurs, ça rappelait, je disais tout à l'heure à Sofiane, les images qu'on a pu voir pour l'assassinat du colonel Kadhafi. Et même de Saddam. Hussein, effectivement. Le Yémen, ton avis là, c'est en train de partir vraiment dans tous les sens. Encore une fois, c'est que Ali Abdullah Saleh a toujours été là où ses intérêts se trouvaient. Donc il a été d'abord contre les Houthis, puis après le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, il s'est aligné avec les Houthis contre le gouvernement central. On sait très bien qu'il était derrière les tentatives d'assassinat de celui qui l'a remplacé, dont j'oublie le nom à chaque fois. Abdullah Hadi, et vraiment il s'était retrouvé enfermé dans le palais présidentiel parce que les snipers étaient au bout de la rue. Maintenant, les bruits qui courent, c'est que Ali Abdullah Saleh a voulu trahir de nouveau. Non, il a trahi 3 jours. Voilà, il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration, mais voilà, donc c'était le l'énième revirement et qu'il a fini par payer très cher. Maintenant, que vont faire les Iraniens? Parce qu'ils vont pas en rester là. Les Houthis, bien sûr, vont continuer à mettre la pression. Mais il a été assassiné par les Houthis. Oui, c'est les Houthis qui l'ont. Et lui, il a refusé parce qu'il y a eu des altercations dans la ville de Sanaa où il y a l'Iran et le Hezbollah voulaient être un intermédiaire afin de trouver une solution à ça. Et lui, il a refusé. Et après cette déclaration, les Houthis l'ont quand il disait qu'il voulait donner la main, se retourner vers l'Arabie Saoudite, le grand frère. Mais il a déjà tenu ces propos là. Voilà. Moi, je veux dire, sincèrement, sa mort, elle est brutale, mais elle surprend pas, puisqu'on sait très bien qu'il a changé de boire à chaque fois. C'est un suicide politique. Ça tombe bien que tu sois là, Yasser, parce que j'ai lu une tribune que tu as postée sur MBS.
et sur l'Arabie Saoudite. Où tu dis que l'Arabie Saoudite aujourd'hui s'est servi des musulmans aujourd'hui pour leur offrir un revirement spectaculaire. Que va-t-on faire de ces dizaines voire centaines de fatwas qui ont empoisonné la vie des musulmans pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui est en train de se retourner contre les musulmans, quoi? Non, on voit en fait que l'Arabie Saoudite, exactement, en fait a voulu jouer le rôle de contre-pouvoir face à l'expansion de la révolution iranienne. Ouais. On sait très bien que c'est elle qui a mis en place des espèces de paramètres identitaires face à l'islam chiite, la question du halal par exemple, la question du foulard, la question du rôle de la religion dans la société, et qu'elle a poussé nombre d'associations qui agissaient en tant que relais dans les différentes sociétés occidentales, aux États-Unis, enfin, par exemple, j'ai beaucoup d'amis à Philadelphie. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment le parrain de toutes les organisations en France, en Grande-Bretagne, etc. Sauf que là, l'Arabie Saoudite, pendant des décennies, a porté un discours ultra pas conservateur, mais ultra idéologique sur leur vision de l'islam, de sa pratique et de la place des personnes de confession musulmane dans les sociétés occidentales, les a poussés vers une auto-exclusion sans même obéir à une injonction des partis islamophobes. C'était voilà, vous n'avez pas votre place dans ces sociétés-là, sans pour autant leur offrir l'asile à ces musulmans d'Occident. Maintenant, il y a une responsabilité énorme que personne ne veut assumer. C'est les différentes associations qui ont porté ce discours saoudien au sein des mosquées en France, au sein des associations, qui ont donné du muscle à un discours idéologique qui a fragilisé une population déjà qui était en manque de représentation politique, etc. Et puis que maintenant ne veulent dire absolument rien sur ce revirement saoudien. Et là, ça montre que à chaque fois, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'Arabie Saoudite a défendu ses intérêts avec ce discours soi-disant wahhabite pendant une quarantaine d'années dans les sociétés occidentales. Les musulmans maintenant s'en retrouvent tributaires et vont payer très cher le fait que nombre de leurs associations se sont agrippées à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte ou à d'autres pays au Qatar, au Maghreb, etc., sans pour autant développer l'autonomie de ces personnes de confession musulmane à travers l'Occident. C'est-à-dire que toutes les fédérations musulmanes, et là je les pointe toutes du doigt et j'assume mon propos parce que maintenant ma parole est libérée, toutes les organisations qui se sont dites représentatives de l'islam de France ont échoué ou voire ont refusé de développer une autonomie politique, intellectuelle, économique et associative de ce qu'on appelle les musulmans ici en France, et maintenant refusent de reconnaître le rôle qu'elles ont joué. Ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que maintenant, on va avoir des associations qui ont permis une espèce de dépendance des personnes de confession musulmane qui malheureusement se retrouvent aujourd'hui orphelines. Nasser, tiens, ton avis sur ce que dit Yasser au travers de cette tribune qu'il a signée donc dans le Muslim Post à lire, hein, évidemment. Ouais, je l'ai pas lu, mais là, ce qui soulève Yasser. Il a donné que des. Mais il a raison. Je suis complètement d'accord avec lui. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont victimes aujourd'hui, c'est les musulmans. Quand on voit en France la politique entre guillemets, c'est triste à dire, hein, qu'on a voulu mener, politique religieuse, hein, entre guillemets, en France sur la question des pratiques religieuses, etc. Aujourd'hui, on constate que malheureusement, l'Arabie Saoudite essaye on va dire d'effacer, de se débarrasser de cette politique qu'elle a pu mener en Occident. Ouais. Donc, voilà, et je pense que là-dessus, il a raison. Je le rejoins. À lire en tout cas. Cette tribune. Bon, il a fini quoi par cette tribune? Je suis désolé, j'ai pas lu, mais il a fini avec pour MBS. Est-ce qu'il va non, en fait, c'est que, je renvoyais les organisations. Encore une fois, moi, pour les questions religieuses, à leur responsabilité. J'en parle pas. Maintenant, parce que mon travail n'est pas une question religieuse. Par contre, les associations qui se sont octroyées la représentation de ce qu'on appelle l'islam de France doivent rendre des comptes à leurs fidèles, puisqu'elles leur ont pas permis d'avoir des structures toutes complètement autonomes. Non, toutes. Quand on regarde bien, tous les cadres de ces organisations-là dépendent d'un pays étranger. Ouais. Et deuxièmement, et je vais mettre un parpaing dans la soupe, c'est que tous ces soi-disant cadres de l'islam de France et de toutes les générations, enfin on va dire, génération quarantenaire, soixantenaire, voire plus, ils vivent confortablement grâce à ce qu'on appelle la communauté musulmane. Ils se sont personnellement enrichis. Beaucoup sont propriétaires, voire multipropriétaires, alors qu'en même temps, ils ont enfermé les personnes de confession musulmane dans la précarité économique. Ça, il y a un moment, il va falloir demander des comptes sur cette question-là. Maintenant, le point de conclusion final, c'était quoi? C'est que s'il doit y avoir solidarité avec des pays
j'aime pas ce terme, mais va dire entre guillemets, dit musulmans ou à majorité musulmane, il faut pas qu'il y ait solidarité avec les États ou les gouvernements, mais qu'il y ait solidarité avec la société civile sur place et avec les populations, puisque ces mêmes populations sont tributaires de ces régimes despotiques et hautement corrompus. Donc maintenant, je suis désolé, il va falloir que les personnes dans les mosquées prennent leurs responsabilités et répondent à leurs fidèles. Est-ce qu'ils ont permis à ces musulmans qui veulent représenter et dépouiller à longueur de journée en leur disant on a failli à vous permettre d'avoir une autonomie ou une organisation autonome. Maintenant, on va organiser des élections et on va voir qui sont les prochains représentants. Ouais. Bien entendu, je parle en rigolant parce que je sais très bien que il faut pas se leurrer. Oui. Ouais. Avant d'aller en Algérie dans un instant, puisque Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sans savoir, va y aller pour la première fois en tant que chef d'État. Hein. Il y était déjà allé, bien sûr, en tant que candidat. Il avait fait d'ailleurs des déclarations choc qui avaient satisfait un petit peu l'opinion algérienne et avait créé une certaine polémique ici en France. Nasser, est-ce que tu es prêt pour ton avis tranché, mon cher ami Nasser? Oui, si tu le souhaites. Ouais, oui, évidemment que je le souhaite. On va t'écouter pour ton premier avis tranché et tu vas sur mon avis tranché sur les Chibani. Sur la question des Chibani. Attention, le jingle, le voici. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nasser Lajili pour nous parler des Chibani. Oui. Alors, moi sur la question des Chibani, c'est une question qui me tient à cœur parce que ça fait des années qu'on se bat sur la question des Chibani. Je sais que je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif de solidarité pour les Chibani et qui est situé à Gennevilliers. C'est une question qui est essentielle pour nous parce que malheureusement c'est des victimes aujourd'hui. Depuis plusieurs années, on aborde la question des Chibani et le problème c'est que cette question-là ne se règle pas. Et j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui ça devient un échec parce que j'ai l'impression d'avoir on va dire de se battre sur une cause perdue. Quand je constate qu'aujourd'hui malheureusement on a des Chibani qui vivent toujours dans des foyers et ça fait 40 ans qu'ils y vivent et qui vivent dans des 12 mètres carrés, qui payent on va dire un loyer de 490 € par mois et ces gens-là sont interdits de rentrer dans du logement social. Voilà, je trouve que ça c'est indécent et c'est inacceptable. C'est pas normal qu'aujourd'hui en 2017 on se retrouve encore avec des personnes malades, des personnes dans des situations très difficiles. D'ailleurs au passage j'invite les gens qui souhaitent rendre visite à un Chibani. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Un Chibani qui est aujourd'hui à l'hôpital de la Défense, une clinique à la Défense. Je vous donnerai l'adresse si vous voulez juste après. Qui est atteint d'un cancer. Il a plus de 70 ans. Sa famille est en Algérie et malheureusement aujourd'hui, il y a personne qui peut lui rendre visite. Donc voilà, même sa famille ne peut pas être entourée aujourd'hui parce que malheureusement sa famille n'a pas les papiers pour arriver en France. Et c'est une personne voilà qui est dans une situation dramatique et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France ça existe surtout en 2017. Très bien, merci beaucoup Nasser. C'est vrai que les Chibani, on en a beaucoup parlé il y a peu par rapport au procès de la SNCF, vous vous en souvenez, Sofiane, Yasser, ouais. Sur les Chibani, ce sont les oubliés pour vous, d'après ce que nous dit Nasser en tout cas, Sofiane. Ouais. Oui, c'est des oubliés, malheureusement. Je suis un petit peu troublé, mais vraiment, bref, non, parlons des Chibani, en même temps, l'information vient de tomber. Charles Anderlin vient de l'annoncer sur son tweet, comme quoi que Trump a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est pas une surprise. Voilà. Pour moi. Yasser, réaction en direct. Ouais. Annonce de Charles Anderlin, qui était journaliste évidemment reconnu, donc. C'est pas sur la chaîne, sur le journal Haaretz, Sur le journal Haaretz. Donc Donald Trump, on va quand même employer le conditionnel si vous permettez, aurait décidé qu'il a l'intention, il a informé Netanyahou qu'il a l'intention de bouger la. C'est quoi la déclaration de Charles Anderlin exactement, Trump a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, mais quand on voit le lien qu'il a mis sur le journal Haaretz, on voit que Donald Trump a appelé Abbas à l'intention de transférer, mais donc, il ne parle pas de quand et de comment. D'accord. Donc a priori la décision est prise du côté de Trump, d'après ce que nous dit Charles Anderlin. Exactement. Très bien. Bon, les conséquences vont être dramatiques là, messieurs. Catastrophique. Après, encore une fois, c'est que ça sera une page qui se tournera. Moi, comme j'ai dit avant, j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut parler, pardon Sofiane, est-ce qu'on peut parler suite à cette annonce qui semble en tout cas se faire d'après donc les informations que nous avons, est-ce qu'il faut craindre une troisième intifada? Pour le coup, est-ce que
Est-ce que les Palestiniens vont se révolter? Est-ce qu'ils vont être aidés? La réaction de la Turquie, Erdogan qui a dit ce matin qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir. Ouais. La ligne rouge risque d'être franchie visiblement. Ah bah même lui, il va suivre la parole à l'acte à la parole. En vérité, c'est de rompre les relations qu'il a avec Israël. Déjà qu'il commence par ça. Alors qu'il vient de les rétablir. De les rétablir officiellement, mais il a jamais transféré, c'est-à-dire une représentation directe. Voilà, rétablir un peu la relation, mais sauf au niveau sécuritaire et économique, ça ne s'est pas arrêté. Non, je pense que le paradigme, ce qui changera, ce sera le paradigme, c'est en fait, voilà, le Pourtant, paradigme. vous y croyez pas, messieurs, hein, tout à l'heure, Yasser et Sofiane, que Trump allait le faire. Moi, avec Trump, tout est possible. Enfin, il y a que Nasser qui était un peu, qui était moi, sur la ligne. Moi, j'ai dit que c'était pas possible. Ouais, je pensais que il ne pourrait pas le faire parce que le contexte régional, il est tellement embrasé que même les Israéliens vous disent que ça va que mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que ça va être positif pour Israël au moment où des pays arabes commencent à officialiser des relations avec elle? Est-ce que c'est pas des gouvernements arabes qui vont être fragilisés avec cette position? Qui va suivre cette position israélienne, américaine aujourd'hui? Et même européen déjà, il n'est pas. Non, mais l'Arabie Saoudite, les Émirats, quand on voit le forcing qu'ils ont fait sur l'Hezbollah à la dernière conférence, enfin, au dernier sommet de la Ligue arabe, je veux dire, sincèrement, vu qu'on a deux gouvernements américains et israéliens qui sont menés que par l'idéologie, c'est pas vraiment de la réelle politique. On a un programme idéologique, l'extrême droite à Tel Aviv, et on a le crypto-fascisme ou le néo-fascisme avec Trump. Je veux dire sincèrement, et son gendre, ouais. Les réalités, sincèrement, pour eux, veut dire ils s'en foutent royalement. Et par contre, ça confirmera l'isolement grandissant des Américains sur la scène internationale, puisque veux dire c'est pas une décision qui fait consensus. Après, certains spéculent sur un suivisme des pays européens pour aussi transférer leurs ambassades à Jérusalem. Sincèrement, j'ai du mal à voir les pays de l'Union européenne suivre ce mouvement-là. Est-ce que ça va accélérer l'isolement de Trump, ou plutôt de l'Amérique, sur la scène internationale? Est-ce que les Saoudiens feront le forcing pour que les pays arabes, en fait, ils même pas et enterrent la question palestinienne comme le MBS le souhaite? Tout est possible. Ouais. Mais moi, veut dire croire que c'est la raison qui va l'emporter, ça par contre, j'y crois pas. Oui, en tout cas, je rappelle cette information qu'annonce Charles Anderlin sur Twitter. Donald Trump a pris la décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Et pour le coup, est-ce que c'est lié ou le fait qu'il va annoncer aussi que Jérusalem, capitale d'Israël? C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Ouais. Donc forcément, ça va avoir des conséquences. On en reparle évidemment avec vous en direct sur France Maghreb 2, 08 92 23 01 40 33 9000. Pardon. On va faire un petit tour. On y reviendra évidemment parce que je pense que les informations vont tomber d'ici quelques minutes. Sofiane, tu guettes. On compte sur toi. Un petit tour par le zapping, qui est somme toute beaucoup plus léger en tout cas que ce dont on vient d'évoquer, avant d'aller faire un petit tour en Algérie, puisque le président Emmanuel Macron s'y rendra demain. Une visite on peut qualifier d'express pour le coup. Dans le zapping, quand Jean-Jacques Bourdin épingle un député de La République En Marche qui ne sait visiblement pas ce qu'est la prime de Noël, ça s'est passé hier matin, écoutez. Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite ? La prime de Noël. Vous savez ce que c'est que la prime de Noël ? Alors moi je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Non, pas vous, non, en tant que député. Mais oui, mais les Français, eux, non ? La prime de Noël, vous ne connaissez pas ça ? Peut-être que vous me donnez des informations, mais je n'ai pas du tout de prime de Noël. Alors là, vous ne savez pas ? Ah non, mais je peux vous garantir que les députés n'ont pas... C'est une aide exceptionnelle. Vous ne connaissez pas la prime de Noël ? Mais je vous le dis que en tant que député, je ne vais pas recevoir mais pas vous, évidemment. De député. Non, mais pas vous, mais les Français. Est-ce que vous savez ce qu'est la prime de Noël ? La prime de Noël, c'est une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles en la période des fêtes. Vous connaissiez son existence ? Oui, mais vous me parlez pour les députés, c'est pour ça. Non, mais je vous parle pas des députés, là, je vous parle des Français. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle va être reconduite ? Mais qui c'est qui fournit la prime de Noël ? C'est l'État. D'accord ? Oui. Est-ce qu'elle va être reconduite ? Alors j'ai pas d'informations sur ce sujet, sur la reconduction. Vous connaissez pas la prime de Noël pour les personnes les plus défavorisées. C'est un peu dommage, ça. Non ? Non mais parce qu'on parlait des députés, vous me parlez des frais de députés, donc vous m'avez dit est-ce que la prime de Noël je vous demande simplement la prime de Noël, qui est une aide exceptionnelle versée aux personnes les plus défavorisées, cette prime va-t-elle, oui ou non, être reconduite ? C'est la question que je vous pose. Elle est claire, elle est simple. J'ai pas d'informations contradictoires, donc je pense qu'elle va être reconduite. Elle va être reconduite. Parce qu'il n'y a pas d'informations. On n'a pas voté, on n'a absolument pas discuté de cette question d'une prime de Noël donnée par l'État qui ne serait pas reconduite. Donc ça toute vraisemblance, elle va être reconduite, oui. Ouais, d'accord.
Voilà, Bourdin qui s'est spécialisé maintenant dans le piège des politiques. Sofiane, un député En Marche qui a du mal qui visiblement ne sait pas que la prime de Noël est versée chaque année, quoi. Ah, il a mis dans l'embarras, mais c'est Jean-Jacques Bourdin. Après, on parle du fond du problème, des problèmes, on parle juste, on est dans des questions un peu secondaires, personnellement. Nasser? C'est assez surprenant quand même pour un député. De ne pas savoir. Oui, de ne pas savoir, mais en même temps, ça montre aussi qu'il a peut-être jamais eu cette prime de Noël. Oui, voilà. Ça il l'a bien rappelé à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. En tant que député, on ne la touche pas. Yasser, t'es au courant que les députés ne touchent pas la prime de Noël, hein? Faut dire, encore heureux. Alors, c'est normal. Tiens, un dernier petit truc dans le zapping, c'est Aymeric Caron qui dit oui, à mon sens, clairement, il y a une instrumentalisation, un combat pour la laïcité poussé à son extrême jusqu'à devenir parfois un combat contre l'islam. Concernant évidemment Manuel Valls, c'est Aymeric Caron qui parle. Écoutez. Je pose la question autrement. Est-ce que vous considérez, comme Edoui Plenel, comme Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, que Manuel Valls et certains autres responsables, certains intellectuels, utilisent la laïcité pour en réalité mener une guerre contre les musulmans, utilisent la guerre contre les islamistes pour s'en prendre aux musulmans? Le mot de guerre est très maladroit. Et je crois que c'est un mot qui, dans le contexte actuel, ne doit pas être employé dans ce contexte-là. En revanche, qu'il y ait aujourd'hui une utilisation de la question de l'islam par un certain nombre de personnes, Manuel Valls, je ne parle pas de Charlie Hebdo. Justement, vous voyez, le problème, c'est que sur ces questions-là, on peut vite tomber dans une simplification qui noie vraiment le débat. Donc là, je vais parler par exemple de Manuel Valls. En ce qui concerne Manuel Valls, oui, clairement, à mon sens, il y a une utilisation, une instrumentalisation on va dire, d'un combat pour la laïcité qui est louable, normal, souhaitable en France, mais qui est poussé à son extrême jusqu'à devenir parfois un combat contre l'islam, comme il l'a dit. Peut-être sous forme de lapsus, on ne sait pas, comme il l'a dit en Espagne il y a quelques jours, puisqu'il a dit effectivement qu'il y avait un problème avec l'islam et non pas l'islamisme, ce qui est quand même un peu problématique. Est-ce que vous partagez, messieurs, l'avis d'Aymeric Caron sur Manuel Valls, qui d'ailleurs, soit dit en passant, devrait connaître son sort concernant son élection législative du mois de juin dernier. Dans quelques jours, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait rendre sa réponse après avoir entendu notamment Farid Amrani hier. Alors, Aymeric Caron, on veut dire, j'ai toujours apprécié son travail. Il a toujours été plus courageux que le reste des chroniqueurs. J'ai plutôt l'impression que, je sais pas s'il le découvre maintenant, mais si c'est le cas, il finirait par découvrir la Lune. Donc c'est une évidence pour dire tous les acteurs associatifs, demander aux musulmans dans quel état ils vivent aujourd'hui en France. Ils se sentent harcelés de toutes parts. Maintenant, sur l'emploi du mot guerre, je suis désolé, Manuel Valls a martelé ce terme, de manière non-stop. Il a pas arrêté. C'est quand même lui qui parle, nous sommes dans une guerre de civilisation. C'est lui qui parle l'islamo-fascisme. C'est lui qui parle, je veux qu'il rende gorge. La violence est omniprésente dans le discours de Manuel Valls. Et là, tout d'un coup, employer le mot guerre ne serait pas raisonnable. Mais bien sûr qu'il y a une guerre idéologique contre les musulmans, puisque la laïcité a été exhumée lorsque la question de la visibilité, la normalisation de la présence des musulmans en France est devenue quelque chose, une réalité pour beaucoup. La laïcité, elle est revenue quand sur le devant de la scène dans les années fin 70, années 80, lorsque les musulmans ont commencé à devenir visibles et à dire j'existe et je prends ma place dans ce pays comme le reste de la population. Donc à un moment, il faut arrêter de se dire ah oui, mais on finit par découvrir. On a quand même passé des lois qui ciblent spécifiquement les musulmans en raison de leur pratique religieuse ou de leur visibilité au nom de la laïcité. Et on sait très bien que la laïcité a été instrumentalisée à des fins idéologiques. Quand on sait qu'en 89, le Conseil d'État, par exemple, a soutenu les jeunes filles qui portaient un foulard à Creil, les a défendues, et que 15 ans plus tard, ce Conseil d'État est court-circuité par la loi de 2004. En gros, ce qui était bon il y a 15 ans, maintenant aujourd'hui, ne l'est plus aujourd'hui. On sait très bien que la laïcité est employée à des fins idéologiques. Maintenant, pour la question de Charlie Hebdo, sincèrement, alors là, je veux dire, je l'ai dit et je l'assume et encore une fois, en quoi Charlie Hebdo serait sacré? En quoi attaquer Charlie Hebdo serait blasphématoire? En quoi Charlie Hebdo serait non critiquable parce qu'ils ont payé le prix le plus cher? Et ça, je l'ai dénoncé à l'heure où c'est arrivé. Je me rappelle, je donnais un cours quand c'est arrivé, j'ai raté mon cours pour voir ce qui se passait. Bien sûr, ils ont payé le prix ultime pour caricaturer. Maintenant,
si Charlie est vraiment Charlie, qui commence déjà par faire des caricatures sur Charlie, sur eux-mêmes. Donc maintenant, employer le terme guerre sur les pratiques de Charlie Hebdo, qui a fait des musulmans son monopole, son fonds de commerce et ses caricatures juste pour cibler une communauté qui, elle, ne peut pas répondre, soi-disant au nom de la liberté d'expression. Moi, je veux dire, j'ai un logiciel qui ne reconnaît aucune censure. Ouais. Pour moi, elle doit être totale et elle s'arrête aux appels à la violence. Par contre, cette liberté d'expression doit venir aussi avec l'égalité d'accès pour pouvoir répondre. J'ai un boulevard pour dire tout ce que je veux et les personnes que j'attaque ne peuvent pas me répondre. Parce que là, ce ne serait pas une liberté d'expression, ce serait une dictature et un terrorisme intellectuel. Je vous impose mon avis, mais par contre, faut pas répondre. Nasser, tu partages l'avis de Yasser ? Je partage parfaitement ce qu'il vient de dire Yasser. Voilà, là-dessus, j'ai rien à rajouter, je pense. Moi, j'aurais bien aimé qu'Imri Caron reparle aussi des contrats qui ont été signés par la France avec certains pays comme l'Arabie Saoudite. Ce même Manuel Valls, c'est bien de le rappeler avec 2 millions de téléspectateurs, c'est de le rappeler qu'on condamne ici toute forme de visibilité des musulmans, mais en même temps, l'argent des Saoudiens et des pétromonarchies, on y prend, et même gracieusement. Bon, dans un instant, on prend la direction d'Alger, où va donc aller demain Emmanuel Macron, avant de s'envoler au Qatar, puisque de l'Algérie, il partira directement au Qatar. Les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron, première visite donc en tant que chef d'État, une visite à minima, faut le dire quand même pour le coup, parce qu'il va y passer que quelques heures. En tout cas, tous les présidents sont passés forcément par Alger. On y revient dans un instant, puis on prend un petit tour par Colombes avec cette décision étrange de cette supérette halal qui a fermé parce qu'elle refusait de vendre de l'alcool et du porc. À tout de suite sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec du beau monde aujourd'hui. Sofiane Lakdari qui est avec nous, Nasser Lajili aussi, et également Yasser Louati qui nous a fait une petite visite surprise. Ça fait du bien en tout cas de te voir, Yasser. Visiblement toujours en pleine forme, mon ami Yasser, c'est bien. Tu te ressources et tu reviens direct, c'est très bien. Alors, on va partir maintenant en Algérie si vous voulez bien, messieurs, puisque demain, après l'Afrique noire, donc, Emmanuel Macron se rendra donc en Algérie, puis au Qatar, avec un mot d'ordre, donc la lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Et les affaires économiques sont très importantes, notamment côté algérien, le sujet central tournera autour du terrorisme, bien sûr, mais comme je le disais, autour également des projets dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie, de l'agroalimentaire. Cette visite de travail d'amitié sera suivie d'un conseil intergouvernemental. Les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron, qui nous fait quand même une visite à minima pour le coup, parce qu'il n'y passe que quelques heures, mais quoi qu'il en soit, tous les présidents français passent par Alger. Ça, c'est indiscutable. Sofiane, sur les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Pour le moment, c'est Emmanuel Macron, il a visité Alger quand il était candidat. C'était la capitale qu'il a visité avec le Liban. Et aujourd'hui, il y va naturellement parce qu'il y a des intérêts pour les deux pays. Mais pour le moment, quand on voit les circonstances de cette visite, elles sont au minima. Est-ce que c'est juste pour des contrats qui vont être signés, qui ont été déjà discutés? Mais je pense aussi sur la question libyenne, où il y a une divergence entre la vision française et la vision algérienne. La vision française, c'est des frappes militaires et une intervention directe. Et l'Algérie, elle prévoit surtout d'un dialogue interlibyen et de mettre toutes les conditions afin que ce peuple ne souffre pas encore d'une autre destruction, parce que visiblement, il va y avoir des bombes, il va y avoir des bombardements, des unités d'élite qui vont être déployées, des morts encore en plus. Voilà. Moi, je pense que surtout, pour essayer un peu de ne pas froisser les autorités algériennes, surtout avec l'appui qu'a Macron avec la France, avec le Maroc sur la question du Sahara occidental et sur la CEDEAO avec le projet du nouveau franc CFA où le Maroc voudrait l'intégrer officiellement. Je précise que cette visite viendra se renforcer avec un conseil intergouvernemental jeudi de haut niveau à Paris, présidé par les deux premiers ministres. Ça se passera donc jeudi à Paris. Les enjeux de cette visite, Nasser Lajili? Les enjeux, je sais pas franchement. Quand je vois qu'il va passer que 6 heures sur le jeu en Algérie, franchement, je trouve que c'est un peu limite. Et d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il va faire sur place parce que moi, j'ai pas vu son programme. Alors, je vais te donner son programme. Il va notamment déposera une gerbe donc du côté du monument des martyrs. Il rencontrera aussi les Français en Algérie. Il va discuter donc à l'université. Comme il a fait d'ailleurs à Ouagadougou.
il déjeunera avec des personnalités, des membres de la communauté française donc. Il déjeunera aussi avec le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, donc avant de s'envoler le soir pour Doha. Voilà pour ce qui est le programme, donc c'est un programme rapide à minima. Est-ce qu'il va parler de colonisation encore une fois comme il l'avait fait lors de sa première visite en tant que candidat à l'élection présidentielle, qui avait d'ailleurs suscité quelques polémiques ici en France, hein. Il a parlé pour la première fois qu'un président français parle de crime contre l'humanité qui a été que le peuple algérien a subi durant 132 ans de colonisation. Mais je pense pas qu'il va avec toute il fera pas les mêmes erreurs. Impossible. Il a fait marche arrière ici en France et il s'est rendu compte qu'il a fait erreur. Tous les termes qui vont être utilisés vont être vraiment sculptés au minima. Toute virgule sera mesurée et je pense qu'on passera à côté d'une énième fois de rouvrir ce dossier, malheureusement. Il y a la presse d'ailleurs certaines presses, hein, notamment l'émission Quotidien et quelques autres, qui se plaignent de ne pas avoir été accrédités pour accompagner le président Macron. Yasser, sur les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron, le président français, en Algérie demain. Moi, sincèrement, cette tournée africaine, je reste encore sceptique. Est-ce qu'il n'est pas en train de sauver les meubles face à la comment dire ça, à l'afflux d'investisseurs chinois et le fait que les Américains poussent la France vers la sortie depuis plusieurs décennies. Maintenant, on garde quand même en tête le comportement de Jupiter en Afrique. Maintenant, il reste, c'est ça, 6 heures. Oui, donc 6 heures. Sincèrement, pour moi, c'est juste des relations publiques. Donc rassurer l'opinion publique locale, assurer aussi une stature en disant je suis parti en Algérie et j'ai dit que choses sur lesquelles il pourra rebondir, mais en 6 heures je vois pas ce qui pourrait être fait à part ce qui aura déjà été décidé en amont. Ouais. Ça veut dire juste en fait là pour formaliser ce qui aura été décidé, mais encore une fois moi je veux dire j'espère que cette tournée sera un échec pour qu'on puisse vraiment tourner la page de l'influence néfaste française sur les pays du Maghreb et le reste de l'Afrique et qu'on passe à un nouveau chapitre. Est-ce qu'il sera écrit par les Africains eux-mêmes? Seul le futur nous le dira. Peut-être que au-delà de cette visite en Algérie, la visite peut-être la plus importante, c'est au Qatar, puisqu'il partira donc pour Doha demain soir, où de possibles commandes pourraient être signées d'ailleurs concernant des avions de combat de Rafale de chez Dassault. Ou encore des véhicules blindés. Une visite aussi qui s'inscrit après les multiples appels à résoudre la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra être de ceux qui va essayer d'apporter une certaine réponse et d'essayer de régler l'affaire, quoi? Déjà, il va y arriver dans un contexte un peu des pays du Golfe vraiment complètement explosé. Il y a eu une réunion aujourd'hui au Koweït, comme on a dit, où l'Arabie Saoudite a envoyé un simple émissaire du ministère des Affaires étrangères et les Émiratis aussi, des émirs de Dubaï, je pense. Alors du coup, il y a un contexte qui est complètement enflammé. Il n'y aura pas que la signature des accords. Et même s'il tient des propos, il risque de froisser son allié, l'Arabie Saoudite. Alors qu'est-ce qu'il va faire au Qatar? Eh bien, il visitera une base militaire qatari. Et puis il ouvrira également avec l'émir le premier dialogue de haut niveau contre le terrorisme. Voilà. Une base militaire française au Qatar? C'est pas précisé. Non, il n'y a pas de base militaire. Il y a Abu Dhabi, je pense. Il y a aux Émirats, mais pas au base militaire qatari. C'est marqué. Une base militaire, il y a américaine. Alors le centre commandement américain. Il est parti en VRP de Dassault, vendre des avions et vendre des chars Leclerc, etc. Donc c'est pas. Enfin, le seul message qui pourrait être envoyé, c'est que la France, en fait, ne prend pas parti. D'accord, puisqu'il a vu comment s'appelle le MBS à Riyad. Maintenant, il va aller voir le Qatar. C'est comme pour le Maroc et l'Algérie. Continuer à vous tabasser les uns les autres, mais en tout cas acheter nos produits et mais ça risque comme on dit chez vous, Inch'Allah, on y arrivera, quoi. Mais s'il continue avec cette politique, il risque de perdre sur toute la ligne parce qu'il est obligé de se positionner, que ce soit entre le Maroc et l'Algérie, que ce soit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. S'il joue sur les deux, les puissances occidentales ont assez de hauteur et de marge de manœuvre pour laisser la crise pourrir jusqu'à arriver à un point, on n'a plus le choix, il faut résoudre. Parce que le problème, c'est que la position de MBS, elle est agressive aujourd'hui, mais est-ce qu'elle va durer dans le temps? Non. Il a violé tous les protocoles. Tous les protocoles, les traditions tribales saoudiennes, et pourtant j'ai vécu dans ce pays, et il a rien laissé. Les anciens, on s'en fout, les puissants, on s'en fout, chefs de tribu, on s'en fout, et pour moi qui avait des collègues sur place, qui étaient dans différentes tribus, les Chamaris, etc., il me disait texto, il me disait la seule raison qui maintient le pacte civil en Arabie Saoudite, c'est l'allégeance qui a été prêtée à Mohammed Abdel Wahhab au 19e siècle. Si ce pacte est rompu, les tribus pourront un jour dire
c'est fini, on reconnaît plus l'autorité des Saouds, et là, dans une société tribale, c'est la guerre civile qui attend. Donc, sincèrement, ne regardons pas les choses sur une question de plusieurs mois, ni l'encensement de, comme l'autre fou, là, Thomas Friedman du New York Times, qui lui a fait une interview digne d'une interview de Ben Ali pendant la dictature. Faut juste regarder combien de temps ça va durer. Veut dire, je rappelle que les milliardaires sont encore enfermés au Ritz-Carlton. Hein. Ouais. On parle de. Il y en a un qui a été. Matab, il est sorti. Il a payé 1 milliard. Exactement. J'allais mentionner. Il y en a un qui a dû sortir Matab avec 1 milliard. 1 milliard. Là, on est vraiment dans l'extorsion. En plus, faut pas oublier l'humiliation qu'il a fait subir à Hariri en lui tordant le bras pour qu'il démissionne. Et surtout là, pour récupérer toutes les actions de la société de Hariri qui est déjà aussi lourdement endetté et qui n'a bénéficié que des comment s'appelle, des contrats de travaux publics en Arabie Saoudite. Même MBS, il a ouvert une société de Manama qui rafle toutes les sociétés, tous les contrats aujourd'hui. C'est pour ça que les Ben Laden Sofiane Nasser, est-ce qu'il va prendre le risque avec Macron de confirmer la phrase qu'il avait prononcée en tant que candidat en Algérie? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas aussi, pareil. Je reste sceptique là-dessus. Les Algériens, en tout cas, vont lui rappeler. Les propos qu'il a tenus. J'espère. Après. Ouais. Kamel est avec nous au standard 01 40 33 9000. Kamel, les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Écoute, les enjeux pour moi, elles sont simples. Je crois qu'on se situe finalement, et moi je veux saluer la clairvoyance de Yasser, c'est qu'à la fois je ne peux m'empêcher, moi en tant que fils d'émigrés algériens, français ici, à tenter de me situer. Et bien que je puisse regarder comme ça au loin ou étendre ma vue, je vois que finalement il y a quelques similitudes entre la manière dont sont traités les musulmans ici et les Algériens là-bas. Je veux dire par là, et effectivement je rejoins Yasser là-dessus, c'est qu'il y a une certaine manière de faire qui me semble nébuleux, opaque. On nous enfume finalement, et moi je voudrais alerter justement, puisque tu me le permets, c'est les Maghrébins de France, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et tous les autres, c'est d'être vigilant et de ne pas faire partie de ceux qui sont finalement atomisés. Et je crois qu'il est très très important à la fois que les musulmans se rassemblent, que nous demandions à tous ceux qui sont là à vouloir nous représenter de cesser de le faire, de ne plus parler en notre nom, et je dirais que les chaouds de la République doivent cesser, et nous avons intérêt les uns et les autres à l'exprimer haut et fort. Et je crois qu'en 2018, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. J'espère que ce sera le coup de semonce. Concernant l'Algérie, on voit l'état de l'Algérie aujourd'hui, on voit comment les gens interviennent ne serait-ce qu'à l'antenne, et ce déni sans cesse répété. On est fiers d'appartenir à cette nation, mais ces gouvernements n'ont cessé d'amener l'Algérie à son déclin, et c'est bien dommage. Je crois que ceux qui nous écoutent ont tout intérêt à être vigilants, et moi j'appelle les Algériennes de France à s'élever, à vraiment s'unir pour que cela cesse une bonne fois pour toutes. Merci Kamel. Alors vous savez que la grosse spéculation aussi autour de la visite de Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il va rencontrer oui ou non Abdelaziz Bouteflika. A priori oui, il y a un rendez-vous de prévu. Et la première question que les journalistes vont lui poser, c'est comment va-t-il? On imagine bien. On se pose tous la même question, c'est de savoir s'il va bien déjà. Ouais. Parce que franchement. Oui, enfin en tout cas oui, c'est effectivement, tout le monde se la pose cette question, quoi qu'il en. Ouais. Sofiane, oui, Bouteflika, il va le rencontrer a priori. Il va prendre une photo, mais voilà, c'est dramatique. Après, oui, effectivement, savoir comment ça va se passer. Voilà un petit peu donc les enjeux donc de cette visite d'Emmanuel Macron. J'avais envie maintenant qu'on bifurque, si vous permettez, à Colombes, parce qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Sofiane, Nasser et Yasser, vous êtes pas sans savoir qu'il y a une épicerie, une supérette plutôt, qui louait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Yasser peut-être va me rectifier si je dis une bêtise, donc des locaux à un office HLM de Colombes. C'est ça. Et il se trouve que cette supérette, donc halal, a refusé pour le coup de vendre donc des produits d'alcool ou de porc. Pour le coup, ça paraît logique, comme il en existe quand même pas mal en région parisienne et partout en France. Il se trouve que l'office HLM a attaqué en justice cette supérette et que la justice lui a donné raison.
Nasser, tu connais bien un peu cette affaire? Je connais bien, oui, j'en ai entendu parler, mais je pense que cette affaire, elle date de 2015. C'est une plainte qui a été déposée en 2015 et qui, le jugement, c'était hier. Voilà, la décision a été prise hier de sanctionner malheureusement le locataire le bailleur entre guillemets, c'est ça, c'est le locataire, c'est ça. Et le souci, c'est que voilà, on est face, mais en même temps, moi, ça m'étonne pas, parce que Madame Guetta, c'est la maire de Colombes, qui est pour moi, j'assume mes propos, qui est une islamophobe, parce qu'il faut rappeler qui est réellement Madame Guetta. C'est celle qui a participé à la manifestation contre les prières de rue sur Clichy avec le maire de Clichy. Donc voilà, pour moi, c'est pas une surprise que cette femme réagisse de cette manière-là. Donc voilà, et aujourd'hui, il y a aussi le projet d'une mosquée à Colombes qui a été, on va dire, suspendu par Madame Guetta. Donc tout ce qui peut, avec la collaboration de certaines organisations musulmanes, mais ce qu'il faut rappeler, et après ça c'est encore un autre débat, parce que le souci c'est que ça existe que chez nous malheureusement ça. Auprès de la communauté musulmane non mais ça paraît quand même incroyable de voir des supérettes halal comme il peut y en avoir des supérettes cachères ou des supérettes je ne sais quoi. Il en existe plein. Pourquoi s'attaquer à celle-ci en particulier sur le seul motif que cette supérette et ça paraît compréhensible quand même, ne vendent pas d'alcool ni de porc et qu'elle s'y refuse parce que ça ne correspond pas au public qu'elle vise et c'est ça qu'on lui reproche et c'est la justice qui a donné raison à l'office HLM. Ça paraît quand même incroyable cette histoire. Mais c'est incroyable, mais en même temps moi j'en veux aussi aux représentants, aux soi-disant représentants de la communauté musulmane qui est très silencieux sur ces questions-là. Donc voilà, moi franchement plus rien ne me surprend aujourd'hui. Plus on avance et plus je constate que malheureusement on peut continuer à insulter des membres de notre communauté musulmane, les attaques sur des prières. Alors Yasser Lavati, tu es un petit peu au courant de cette affaire. C'est vraiment comme je l'ai résumé, c'est-à-dire c'est le magasin, cette supérette qui loue des locaux à un office HLM. Cet office HLM dénonce le fait que cette supérette ne vende pas d'alcool et de porc et l'attaque en justice. La justice lui donne raison. En fait, il faut quand même revenir au B.A.B.A. Oui, revenons au B.A.B.A. C'est très important pour comprendre. On ouvre un commerce. Donc, et on répond à la petite phrase qu'on connaît tous, l'offre et la demande. Est-ce qu'on vendrait un produit dont on est persuadé que personne ne va consommer? Bien sûr que non. D'accord. Et de dire sincèrement, et je le disais hier sur Twitter, c'est que le capitalisme français est le capitalisme le plus stupide de la Terre. Pourquoi? Parce que il y a deux choses qui me sidèrent sur ce soi-disant capitalisme français. À part cette question du magasin, c'est qu'on est un pays qui légitimise les discriminations à l'embauche et donc la destruction de talents et la fuite de cerveau vers les Émirats, le Qatar, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mon cercle d'amis qui sont tous passés en 3e cycle, à 100%, ils ont quitté le pays. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai tenté ma chance, j'ai rien eu, je suis parti, moi premier, quand j'étais pilote, j'ai rien trouvé en France, j'ai dû partir et faire mes bagages à l'étranger. La question que je me pose, c'est combien est-ce que ça coûte de former un élève en France de la primaire à la maîtrise? Quel est le manque à gagner lorsque la personne ne fait pas un travail à la hauteur des compétences acquises? Et en pire encore, combien est-ce que ça nous coûte lorsque cette personne formée en France, souvent dans d'excellentes écoles de commerce ou d'université, se retrouve à alimenter une économie directement rivale de l'économie française? Donc là, on se plaint que la globalisation ou la mondialisation nous coûte cher parce qu'on n'est pas assez compétitif. Or, on détruit nos propres talents. On voit des tribunaux, discrimination islamophobe est parfaitement légitimée. Contre le foulard, une personne qui se fait choper parce qu'il fait sa prière pendant son heure de pause alors qu'il dérange personne, une personne qui a porté un bandana, c'est pas assez, etc. Maintenant, on en arrive au commerce. Depuis quand est-ce qu'un maire peut s'immiscer et dire à un commerce privé qu'est-ce qu'il peut vendre et ne pas vendre? Ça nous renvoie à ce qui s'était passé avec Manuel Valls. Avec Manuel Valls à Évry en 2001 ou en 2002, avec le Franprix qui ne vendait pas d'alcool et du porc. Mais en quoi ça nous regarde? C'est une entreprise privée et qui loue un bailleur public ou non, mais
c'est une entreprise privée qui est censée satisfaire à une certaine demande. Si ses clients n'achètent pas de l'alcool et si lui, en son âme et conscience, vendre du porc ou de l'alcool, ça le dérange, mais c'est une liberté individuelle qu'on peut pas lui refuser. Et si la mère veut à tout prix que le porc et l'alcool soient vendus, dans ce cas-là, qu'elle le subventionne. Et dans ce cas-là, on pourra plus dire oui, c'est pas vendu, mais elle peut pas obliger un commerçant à vendre un produit alors que lui, il sera perdant sur tous les plans, à titre personnel, au niveau de ses croyances et ses libertés fondamentales, et deuxièmement, vis-à-vis de sa clientèle qui ne va pas l'acheter, donc il va acheter un produit et le mettre en stock pour à la fin le mettre à la poubelle. C'est comme dans des magasins bio, il n'y a pas de porc à ma connaissance. Exactement. Donc si demain on ouvrait un magasin végétarien, faut vendre de la viande parce que la majorité mange de la viande. Mais attendez, tellement ça paraît ahurissant cette histoire, il n'y a pas un autre fait qui viendrait légitimer cette décision de justice, parce que on imagine mal quand même qu'un tribunal puisse dire non, finalement vous refusez de vendre du porc et de l'alcool, donc vous fermez, et en plus il est condamné à rembourser les frais de justice. On est en France, Christophe, on est en France. L'autonomie de la justice, c'est une farce, ça n'existe pas. D'accord? S'il y a une défaite politique, il y a forcément une défaite juridique. D'accord? Donc les tribunaux ne répondent qu'à la pression de l'opinion publique ou des forces politiques en place. Donc si maintenant vous n'êtes pas organisé pour défendre vos intérêts, on vous marchera dessus. Ça marche, c'est toujours comme ça. C'est un peu violent comme je le dis. Nasser Lajili pointe du doigt aussi la responsabilité des soi-disant des pseudo-responsables de l'islam de France. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire là-dedans là? Bien sûr, mais je pense que c'est eux qui devraient normalement commencer à défendre cette cause-là. Aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire, mais quand on va dans la communauté juive, aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Ça se trouve que dans la communauté musulmane. Quand on voit ce qui s'est passé à Clichy, personne s'est révolté, ou on les a peu entendus. Donc voilà, c'est pas normal qu'aujourd'hui qu'on est toujours dans la même situation, on est dans une situation d'attaque et ça concerne toujours l'islam ou le musulman, et tant qu'on restera silencieux face à cette situation-là, et tant qu'on n'aura pas des bons représentants, des vrais représentants, et malheureusement élus démocratiquement, choisis par la masse, par la population et par la communauté musulmane. Donc voilà, je pense que les choses évolueront peut-être un jour. Il faut quand même mentionner, comme une information que j'ai oublié de mentionner, c'est que il y a quand même des antécédents à Colombes. C'est que les commerces halal dans la ville de Colombes sont sous pression permanente. Les restaurants halal, les refus de terrasses sont systématiques. Les fermetures de parking, elles ont aussi été faites. Il y a des commerces qui ont voulu être vendus par le propriétaire et la mairie, et là j'ai pas les preuves, mais je peux voilà. Non, ils ont appelé l'acheteur et lui ont dit si jamais t'achètes, on te pourrira la vie en te mettant l'hygiène. Et donc là, on voit des petits entrepreneurs qui prennent des risques considérables avec emprunt bancaire à la clé, etc. Là où on voit pas les personnes qui disent les emprunts c'est interdit pour des raisons religieuses. Donc ils prennent des risques personnels et ils se retrouvent tout seuls lorsqu'il faut se battre contre l'administration de leur ville. Et là, la maire de Colombes, elle n'en est pas à son coup d'essai. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut le faire. Tout à fait. Alors, avant de passer à Libertad dans un instant, le coup de cœur de Nasser Lajili et de Sofiane Lakdari. Mon cher ami Nasser, tu vas nous parler d'une association du côté de Marrakech, je crois. C'est ça, c'est un orphelinat qui est situé à Marrakech, qui s'appelle Radia. On m'entend? Oui, on t'entend, vas-y. Je disais que c'est une association qui s'appelle Radia, c'est un orphelinat qui a été créé depuis maintenant 1 an et qui, on va dire, essaye de chercher des fonds pour aider des nourrissons de 0 à 24 mois et bien évidemment vous pouvez aller les joindre ou on va dire aimer leur page sur Facebook qui s'appelle Association Radia, voilà. Très bien, Sofiane, toi c'était Jean d'Ormesson dont on a appris la disparition cette nuit à l'âge de 92 ans, ancien académicien, et cette phrase qui t'a marqué toi. Absolument, voilà. On la rappelle peut-être pour la phrase de d'Ormesson. Oui. Alors je vais la trouver, c'était: je suis de ceux qui croient qu'il est impossible, injuste et inepte de faire porter aux musulmans l'horreur de Daesh. Voilà. En même temps, je voulais parler juste de Nawel Madani et d'appeler les gens à aller voir son. Tu l'as vu? Oui. Excellent. Ouais, excellent. Alors, on me l'a conseillé. C'est tout pour moi. Et surtout,
elle a eu une altercation avec Allociné. Si vous avez vu un échange entre différents tweets entre les deux, où Allociné a eu le plus grand commentaire, les plus bons commentaires, en vérité 4,8 de la note sur 5. Ouais. Et ils ont pensé que c'était un bug. Alors du coup, elle a appelé Nawel Madani. Absolument. Ils étaient étonnés qu'il y ait tant de commentaires et tant de commentaires positifs sur ce film de Nawel Madani, où elle a appelé les gens à se manifester et à répondre à Allociné, qui était choquant en vérité. Ils l'ont jamais fait. Ils ont dit que c'était le plus grand commentaire de l'histoire de Allociné. Le film donc est sorti mercredi dernier, c'est tout pour moi. C'est un film donc avec l'excellente Nawel Madani. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour le LGF avec Sofiane Nakhdari et Nasser Lajili et Yasser Louati aussi qui est venu nous rendre une petite visite, qui nous fait bien plaisir d'ailleurs. Ça fait plaisir. Ah oui, absolument. On rappelle donc cette information, Sofiane, qui est importante quand même. D'ailleurs, plusieurs médias maintenant l'annoncent. Donald Trump a appelé les Palestiniens pour leur dire qu'il allait effectivement, qu'il avait pris cette décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ouais. Information dont on a beaucoup parlé évidemment dans cette émission, qui va avoir des conséquences à plus d'un titre. On sera évidemment amené à y reparler. Je pense qu'on fera d'ailleurs une émission spéciale peut-être ce vendredi avec Tarek Mami sur cette information. On en saura évidemment d'ici là beaucoup plus. Allez, c'est parti pour Libertad, mon cher ami Nasser. Tu connais Libertad ou pas? Eh ben non, tu connais pas. Eh ben tu vas découvrir. C'est les auditeurs que je prends sans filtrage. Ils nous appellent au 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, ils vont pouvoir réagir, peut-être par rapport à ce que vous avez dit, messieurs, ou autre chose, parce qu'ils ont la liberté et le loisir de le faire. 01 40 33 9000. France Maghreb 2. Bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Salut Youssef. Qu'est-ce qui se passe? Hier, tu parlais du tirage au sort de la Coupe du Monde là. Oui. Faut pas rêver. Hein. Les deux équipes risquent d'être éliminées assez au premier tour. Belgique, Angleterre et Espagne-Portugal, ça va être chaud pour eux. Ah bah pour moi, en tout cas, je donne mon avis personnel. Ça me paraît. L'Égypte, ils ont beaucoup de chance. Ça me paraît plus facile pour la Tunisie que pour le Maroc. Ça me paraît plus facile. T'as vu le groupe de la Tunisie, Belgique et Angleterre, il y a 10% de chance, même pas. Ouais, mais attends, l'Angleterre et la Belgique, c'est peut-être pas. Enfin, l'Angleterre, en tout cas, c'est peut-être pas l'équipe d'avant. Ouais. L'Égypte va être. L'Égypte, ils ont plus de chance, mais le problème, c'est qu'ils jouent la Russie, c'est le pays organisateur. Oui. Et avec l'arbitrage et tout, ça va être chaud pour eux. Et la grande nation de l'Arabie Saoudite. Ah oui, en plus. Merci à toi en tout cas. Merci. Bon, toi, t'es pas vraiment confiant pour les équipes du Maghreb. Je parlais des équipes du Maghreb, hein. L'Égypte ne faisant pas partie du Maghreb, il me semble, messieurs. Donc, pour ça que je parlais de la Tunisie et du Maroc. Tiens, Yasser, je sais que t'es un peu fan de foot. La Tunisie, tu les vois sortir du premier tour? On l'espère. Sincèrement, je l'espère. J'ai vu leur groupe. Bon, apparemment, ça reste jouable. Ouais, ça reste jouable. Par contre, pour les Marocains, c'est compliqué quand même. Hein. L'Espagne, Portugal. Bon, historiquement, la Tunisie a l'habitude de décevoir quand on l'attend. C'est ça le problème. C'est que là où c'est possible, il y a toujours un truc pour qu'on se dit ah ben non, c'était non. Donc et sincèrement, ça a grandi avec moi depuis les années 90. C'est pour ça que je me fais pas d'illusions. Bon, je me dis c'est jouable, mais j'ai pas assez devant mon écran à vraiment nerveux. Non, voilà, j'ai regardé les informations sur Yahoo quoi. Tranquille. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Samy de Paris. Samy, on t'écoute. Ouais, en fait, moi je voulais dire un truc, l'islam vaincra en fait. Voilà, on va gagner à la fin. À force de se faire taper dessus, on va gagner. On va gagner. Très bien, merci. L'islam vaincra, c'est le message de notre auditeur. 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Paris, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs en France. Vous pouvez nous écouter d'ailleurs, je rappelle, sur l'application France Maghreb 2, un petit peu partout en France et même à l'étranger d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler maintenant pour Libertad. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Walid de Paris. Walid, on t'écoute. En fait, moi je voudrais poser une question, c'est en fait pourquoi nous les musulmans aujourd'hui on s'obstine à demander une reconnaissance par rapport à la France, parce que l'on est persécuté depuis des années, ça continue toujours, et en fait je comprends pas pourquoi on s'obstine alors qu'on voit que les dirigeants des propres pays musulmans sont les premiers à persécuter les musulmans en fait. Ah, question posée par notre ami auditeur, qui veut répondre à cette question? Mais on a déjà condamné la persécution des dirigeants arabes ou des dirigeants musulmans de leur population, et ça n'empêche pas ici de condamner quand il y a des voilà, des... Bien sûr. Non, c'est pas ça, parce que moi en fait, peut-être que mes parents vont paraître comme mes parents d'un défaitiste, mais moi aujourd'hui je suis en train de me dire que en fait on n'a aucune chance ici, qu'on n'arrivera jamais à s'imposer, surtout qu'aujourd'hui l'islam il peut pas être, il est pas compatible avec les pays occidentaux, les pays mécréants ou même les pays musulmans, parce que la religion
Par exemple, la religion, elle interdit les intérêts, les cigarettes, l'alcool, et aujourd'hui, c'est ce qui rapporte le plus d'argent dans le monde entier. Et c'est simple, en fait. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on s'obstine. Et surtout que quand on va par rapport à la religion, que le prophète a dit que dans les signes de la fin du monde, que tellement les musulmans sont persécutés dans les pays occidentaux, il restera plus un seul musulman dans ces pays. Yasser, tiens, j'ai envie que tu répondes. Franchement, avec tout le respect que je dois à l'auditeur, le discours est complètement confus et auto-excluant et auto-stigmatisant. Donc pour commencer, les musulmans de France ou d'ailleurs ne doivent pas se comparer vis-à-vis de ce qui se passe dans des pays dits musulmans à majorité musulmane. Deuxièmement, si l'alcool et la cigarette rapportent, l'alcool et la cigarette existent depuis des siècles, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et à voir, en fait, là, c'est qu'il y a une lecture religieuse d'un problème social et politique. Donc il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Donc là, moi, je veux bien vivre dans le mythe d'une espèce de communauté qui transcende je ne sais quoi, mais les musulmans, comme n'importe quelle autre partie de la population, ont des droits et des devoirs, et c'est à eux de les faire valoir. L'État ne reconnaît que ceux qui s'affirment. Pourquoi s'auto-exclure et demander une reconnaissance en refusant de descendre dans l'arène du débat public, des luttes pour l'égalité et pour l'auto-affirmation? Ce genre de discours existe quand même, voilà. Bien sûr qu'il existe, le problème c'est qu'il n'est pas assez entendu. Ouais. France Maghreb 2, bonsoir, un petit dernier, une dernière, bonsoir. Allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Salam alaikum, je m'appelle Meziane et j'habite à Paris. Meziane, qu'est-ce qui se passe? Tu conclus? Ouais. Je vous dis à tous bonsoir et bonjour. Je suis bien content de vous écouter quand vous analysez la situation politique et géopolitique. Et je venais vous apporter une information qui m'a été révélée par mes enfants qui travaillent dans les Émirats. Et il y aurait eu un missile il y a 2-3 jours. Il y aurait eu un missile du Yémen qui aurait été intercepté à Abu Dhabi. Ouais. Sur une centrale nucléaire. Oui, exactement. Ouais. Merci Méziane de l'info. Merci à toi. Salut. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette émission. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Sofiane, à très bientôt. À très bientôt. Nasser, merci beaucoup. Nasser Lajili. Merci Christophe. Juste, si je peux dire 2 mots. Oui. Parce qu'on a parlé du Proche-Orient, mais il faudrait peut-être aussi rappeler qu'il y a un Français qui est emprisonné en Palestine. Absolument. Qui s'appelle Salah Hamouri depuis le 23 août. Et c'est une pensée pour lui. Et surtout, n'hésitez pas à signer la pétition pour demander à Emmanuel Macron pour qu'il fasse pression aux autorités israéliennes. Donc voilà. Merci beaucoup Nasser. Yasser, tu nous refais une surprise quand tu veux. Écoute, merci à toi Christophe, et c'est toujours bon de passer devant le studio et de s'arrêter comme ça à l'improviste. Merci beaucoup messieurs. Dans un instant, l'excellent Medjed pour la suite et la bonne humeur au rendez-vous de France Maghreb 2. On se donne rendez-vous demain sur France Maghreb 2. Continuez de rester évidemment connectés à Facebook France Maghreb 2 et au LGF officiel sur Twitter. Très actif. Merci d'être avec nous. 18h01. Voici le flash de Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un possible règlement de compte ce matin à Bastia en Corse. Un homme a été tué par balle tout près de l'entrée de l'aéroport. Un autre est dans un état critique et un troisième est légèrement blessé. La Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, la Mongolie, Panama, la Tunisie, quelques-uns des 17 pays qui figurent sur la liste noire des paradis fiscaux adoptée par l'Union européenne à Bruxelles par les 28 ministres des Finances de l'Union. Des pays qui ne font pas le nécessaire pour lutter contre l'évasion fiscale, selon le ministre français Bruno Le Maire. Les élèves d'école primaire vont désormais faire une dictée par jour. C'est l'une des mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour améliorer la maîtrise de la langue française par les écoliers. 200 personnes ont été évacuées du chantier du réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville. Selon la préfecture de la Manche, cette intervention a eu lieu après un dégagement de fumée. Personne n'a été blessé. C'est très compliqué en ce moment d'obtenir une carte grise. Depuis le 6 novembre, plus question de vous rendre en préfecture. Vous devez effectuer les démarches sur Internet, sauf que le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est censé simplifier les démarches, est victime de bugs à répétition. 63 000 demandes, selon le ministère de l'Intérieur, sont en retard. Plus d'un salarié sur 2 et 2 cadres dirigeants sur 3 d'entreprises de plus de 100 salariés disent subir un stress régulier dans leur travail. Ils l'attribuent à la charge de travail, au poids de l'organisation et à la pression de la hiérarchie, selon un baromètre publié aujourd'hui. Sport, football, la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG se déplace à 20h45 sur la pelouse du Bayern Munich. Demain, l'AS Monaco joue à Porto.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.